Salut, alors on va faire la deuxième partie sur les moteurs TAD avec le T703 et le TAD 2002 qu'on va ouvrir et qu'on va regarder un petit peu plus près. Un moteur malheureusement peu utilisé qui pourtant a vraiment des qualités extrêmement intéressantes, qui pour moi est plus intéressant que celui qu'on trouve habituellement qui est la TAD 2001. C'est la TAD 2002. C'est un haut-parleur beaucoup plus récent, que l'on trouve beaucoup plus difficilement, très rarement d'occasion. Ceux-là, j'ai eu vraiment de la chance de les trouver, mais c'est vraiment pas courant. C'est une évolution de la 2001, mais elle n'utilise pas le même style de pièces de phase. Il y a vraiment une modification, une revue complète du moteur, même s'il reste Alnico. Il reste lourd, hein, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, ça doit faire 7 kg, quelque chose comme ça. Il est quand même fondamentalement différent de l'autre. La 2001 a des problèmes intrinsèques qui pour moi sont assez embêtants et ça se manifeste essentiellement par un creux vers 2 kHz par là. Et ça, c'est quelque chose qui a été décrit par Kinoshita, ce sont des résonances internes au parleur. Et ça peut être, disons, corrigé d'une manière ou d'une autre, mais la 2002, elle, n'a pas ce style de problème. Donc, si on en trouve, vaut mieux investir dans ce haut-parleur-là. Sur tous les paramètres, il est meilleur, de toute façon. C'est une version plus moderne, c'est une version améliorée sur la régularité, sur tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment un haut-parleur extrêmement intéressant. Il se fixe en métrique. Hein, comme toute cette série TAD, à l'exception de la 4001 qui est en US 1/4 de pouce. La grille est juste à l'entrée, contrairement à la 2001 où il est au fond. Là, il est juste à l'entrée, c'est une petite grille toute fine que je déconseille absolument de découper comme certains gros malins voudraient bien faire mais qui ne sert strictement à rien. C'est vraiment un haut-parleur, c'est vraiment une magnifique pièce d'ingénierie, hein, comme chez TAD, hein, de toute façon. On est quand même dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ces trucs exotiques japonais à la con qui valent plus cher que tout ce qu'on peut imaginer, mais qui sont assez risibles au niveau de leur qualité de réalisation. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce que ce haut-parleur contient. Donc, comme tous les types de haut-parleurs de ce genre, hein, c'est le capot avec 4 vis, et puis voilà, hein, c'est vraiment facile à maintenir, beaucoup plus facile que la 4002 à ouvrir. Hein, la 4002, c'est un enfer à ouvrir d'ailleurs. Dans la dernière vidéo, ça a été vraiment l'enfer à refermer après. Donc c'est quand même plus facile à manipuler, même si c'est un petit peu plus lourd. Donc 4 vis. Alors je suppose que c'est aussi encore de la visserie US. TAD adore mélanger l'US et... Alors je sais pas pourquoi, l'US et l'européen. Bon. Donc là c'est quand même, je pense, beaucoup plus facile à ouvrir. Enfin je pense, j'espère. Donc voilà. Il fallait juste un petit peu décoller le truc avec un petit coup de tournevis. À la main c'est plus difficile à enlever quand même. Voilà, donc magnifique pièce d'aluminium ici coulée, hein, avec des tas de bouts de feutre qui vont... c'est beaucoup plus amorti que... Enfin, c'est mieux étudié au niveau de l'amortissement que la 2001. Là, il y a vraiment des morceaux de feutre qui sont découpés exactement en dimension. Hein, et voilà, ça s'enlève. Et l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de fil. Il n'y a aucun fil. Et ça, comme on a pu voir sur la 4002, pour remettre après avec des cosses à la con et tout, c'est vraiment merdique. La série 4000, la 4003 et la 2002 ici, elles utilisent une membrane en une seule pièce qui contient les fiches bananes ici. Et ils vendent aussi les fiches bananes qui font dedans qui doivent être un petit peu plus longues que la normale. Donc on voit un magnifique assemblage là avec la membrane beryllium au milieu. C'est le même dôme que la 2001 avec la même suspension Millar, hein, avec fil plat et tout un monobloc en plastique qui contient toute la connexion et une pièce de
de feutre qui va autour, qui va avec. Donc voilà une visu du truc. Alors c'est vraiment différent de la 2001 qui elle était un montage tout à fait traditionnel à la JBL. Là c'est un montage alors, avec des magnifiques 6 vis à magnétique et ici il n'y a pas de fil et ça c'est vraiment très bien pensé quoi. C'est extrêmement bien pensé. Il y a des petits joints ici pour la fermeture qui est vraiment hermétique, hein. C'est vraiment bien hermétique. Ici on a ici quelque chose un peu proéminent, rond et carré, et ici on a un joint carré et rond, de telle sorte qu'il y a vraiment un joint parfait lorsqu'on ferme, et un joint en liège tout autour qui a la forme. Voilà. Alors là il n'y a pas de protection, hein. Contrairement à la 4002 par exemple, là il n'y a pas de grille de protection. Donc là ça, la vis qui va dessus, on écarte tout, parce que là, c'est clair que la membrane, elle pète instantanément, elle part comme du verre, quoi. Donc c'est vraiment un montage différent des anciens modèles. La 4003, c'est ça en grand, hein, c'est une magnifique pièce d'ingénierie, de production de haute précision. Là, on est dans ce qui est le plus difficile à fabriquer, au niveau des diaphragmes. Ça c'est un diaphragme comme les autres fabriqués par évaporation et ça on est vraiment dans quelque chose de très difficile à fabriquer et qui demande une grande maîtrise de production. Par contre d'un moteur à l'autre on a exactement les mêmes caractéristiques et c'est ça la force des haut-parleurs TAD que ces haut-parleurs japonais dits artisanaux n'ont pas, c'est que d'un haut-parleur à l'autre, on a des caractéristiques qui sont extrêmement régulières. On est quand même dans quelque chose qui ridiculise un peu, beaucoup même, toutes ces productions japonaises de luxe, Goto, ALE et autres, qui sont en fait des grosses escroqueries. Mettre des gros aimants avec des grosses pièces tournées, c'est pas ça qui fait un bon moteur. Ça, on a une étude quand même qui est un petit peu plus sérieuse et un petit peu plus maîtrisée que ça. Donc voilà, la 2002, comment elle est. C'est quand même quelque chose d'assez sympa, hein. Je trouve que c'est quand même super bien foutu. Donc il y a un détrompeur, donc le système carré-rond, ce qui permet de ne pas se gourer dans les polarités. Donc le carré ici c'est le plus, et ici bah, ça rentre directement sans effort, sans rien. Et il y a des fiches bananes qui sont fournies, qui ont vraiment un format particulier. Ce sont des fiches bananes plus longues, qui doivent aller assez profondément. Donc là, il ne faut pas les perdre parce qu'une fiche banane conventionnelle ne va pas très bien dans ce style de moteur. C'est le contact et ça ne tient pas vraiment très bien et il faut vraiment pas les perdre. Voilà. Donc ça c'était la 2002 et on va passer maintenant au plus petit de tous, qui est le Twitter ET703. Alors c'est un des très rares Twitter. Alors voici la boîte qui est assez sympa parce que c'est. Alors là on est sur des références exclusives. Hein, et là on a la marque exclusive. C'est le seul haut-parleur actuel disponible sous le label exclusive. Et donc avec la petite boîte, avec la petite ficelle qui ouvre et tout, c'est luxueusement fourni. Hein, c'est la classe hein, quand même. Hein. Bon, le prix aussi, bon. Alors c'est fourni avec son petit manuel, toute une boîte et une fixation qui permet de le poser. Mais bon, moi je m'en sers pas du tout pour ça. Mais bon, c'est une fixation, c'est une sorte de pince qui se met autour et qu'on peut utiliser pour le mettre sur quelque chose. Alors, selon la configuration, bon, ça peut être utilisable, mais bon, je m'en sers pas spécialement. Donc ça, c'est la jolie petite boîte qui va bien avec la petite fermeture. J'aime bien ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Je trouve ça très japonais comme truc. Ah bon. Et donc, voici le haut-parleur. Alors, là, on voit l'étiquette ici exclusive qui est verte, contrairement à la TAD habituelle qui est bleue. Hein. Mais ça reste quand même exactement le même style, le logo. Et ça, c'est un des très rares Twitter qui soit une chambre de compression réelle, mais de poche. C'est un petit avec une sortie en demi-pouce et une membrane, je crois, de
30 mm ou 38 mm, quelque chose comme ça, qui doit faire une membrane de 1,5 pouce, quelque chose comme ça. Donc là, c'est la version avec un pavillon qui a été retaillé. Un pavillon, alors celui-là, c'est un profil Tractrix qui s'arrête à fleur, donc à 90 degrés, parce qu'il est mis sur un baffle plan après. Donc il fallait pas qu'il rebique, parce qu'il continue après à plat. L'avantage de ce truc-là, c'est qu'on peut usiner des petits pavillons et les adapter en fonction avec un profil qu'on voudrait. Et là, j'ai le pavillon d'origine. Pavillon d'origine qui est en aluminium coulé. Il est coulé dans la masse. Hein. C'est une pièce de fonderie. Hein. Et bien sûr, avec une finition brossée et tout. Alors, en regardant de plus près, c'est un pavillon, alors effectivement il s'arrête brutalement ici, mais il a quand même une directivité qui est proche de celle qui est imposée par la géométrie. Le pavillon n'est pas plat, ici si je le mets comme ça, hein, si je le mets ici, verticalement les deux parois horizontales ne sont pas plates, elles s'ouvrent avec un certain angle de quelques degrés, hein, et le trou au fond c'est un demi-pouce, hein, quelque chose comme ça, et le reste s'élargit relativement rapidement. Hein. Et donc voilà, et ça va directement jusqu'au bout avec l'arrivée directement sur la pièce de phase du moteur qui est au fond du pavillon. Alors je ne sais pas si on la voit là. Là ici, on doit pouvoir voir la pièce de phase au fond. Donc ce petit moteur là, comme tous les moteurs, simplement il a comme tous les autres, un capot arrière. Alors on va trouver la BTR qui va bien. Je pense que ça doit être celle-là. Ouais. Alors c'est vraiment la même chose que les autres, mais en miniature. C'est ça qui est rigolo avec ce moteur-là, c'est que c'est vraiment la version de poche des grands qu'on connaît habituellement. Et c'est un des très rares tweeters que je connaisse qui soit comme ça. Il y a quelques JBL récents qui sont des tweeters à chambre de compression plus traditionnels. Mais celui-là, c'est vraiment le même en petit, avec une pièce de phase à 3 fentes, hein, comme une TAD 2001 hein, ou la 2002. C'est une pièce de phase à 3 fentes. Et vraiment, c'est assez mignon comme truc. Donc, voilà. C'est exactement comme une TAD 2001, par exemple, avec sa petite grille et tout, sauf que la membrane doit faire, alors je dois avoir une règle ici, la membrane fait, c'est ça, 3,8, donc 1,5 pouce. C'est une membrane entièrement beryllium, elle n'a pas de suspension Millar comme la 2001, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que, bon, comme c'est un tweeter, il n'y a pas besoin d'avoir une résonance basse, et il est fabriqué comme un mini 4001, quoi, c'est pareil, donc une membrane avec son rond plastique autour, entièrement en beryllium, et du fil rectangulaire. Et ici, contrairement aux autres, ce sont des cosses vissées, alors que les 4002 ou 4001, ce sont des cosses qui se mettent, des cosses Faston, et ça c'est vraiment assez merdique. Hein. Sinon, celui-là, c'est vraiment un truc standard. Et de l'autre côté, le pavillon, en fait, on peut le voir sur ce pavillon-là, c'est juste 4 vis, donc il faut pouvoir, je vais mettre bien en face, il faut juste avoir un pavillon qui permette soit de se visser sur le devant comme celui-là, soit comme moi je l'ai fait, se visser sur le côté. J'ai fait une pièce intérieure qui se visse sur les 4 vis et la pièce extérieure qui vient s'embosser qui se visse sur les côtés. Ce qui évite d'avoir des vis sur le devant. Donc c'est vissé sur les côtés, c'est vissé là, sur une pièce intérieure qui elle se visse sur les quatre trucs. Alors bon, il y a quand même des contraintes géométriques parce que dedans la pièce, c'est quand même une pièce qui vient s'enfoncer dedans. Il y a une pièce de phase, enfin pas de phase, une pièce en métal, une pièce de champ qui est devant et qui vient se mettre dans le cône là. Et donc cette pièce impose d'arriver pas plus large que ça. Alors je vais ouvrir ça. On va regarder un petit peu justement l'intérieur. Comment ça a été c'était fabriqué. Ah. Là, je vais pouvoir remettre le capot arrière. J'ai enlevé le pavillon. Donc le pavillon qui a été usiné sur la fraiseuse qu'on a vu au précédent épisode. C'est vraiment une pièce facile à usiner. Hein.
c'est un bloc taillé comme ça. Bon, c'est vraiment un cas d'école parce que c'est facile à brider, c'est facile à usiner parce que c'est rond. Bon, il n'y a pas vraiment de piège à particulier. Donc voilà. Donc voilà le pavillon. Ah, donc là, il est creusé dans la masse. Il est creusé surtout pour alléger, quoi, parce que voilà. Donc il arrive exactement comme l'autre pavillon. Il arrive sur la pièce de phase avec la même dimension. Hein, et il vient se mettre sur une pièce qui, elle, se fixe sur les 4 trous. Et c'est une pièce comme ça. Et là, j'ai les trous ici sur lesquels viennent s'emboîter l'autre. Donc au bout de ça, on voit qu'il y a une pièce métallique jaune au fond qui impose des dimensions. Cette pièce métallique au fond fait partie du moteur et cette pièce-là vient s'emboîter dedans. La pièce en bronze qui est autour, elle s'arrête avant, elle va autour et elle s'arrête dessus. On peut enlever cette pièce-là pour voir si je trouve la clé Béter qui va bien. Alors, ça ressemble à, je pense que c'est de la visserie standard, c'est du 4, donc coup de bol, on peut utiliser de la visserie standard. C'est comme d'habitude, hein, il y a toujours des mélanges de vis US et de vis métriques, ça c'est super pénible. Hein. Alors, attention à ne pas perdre ici la grille et le petit joint qui est au fond, là, pour éviter d'avoir des saloperies qui rentrent dans le moteur. Voilà, dernière. En fait, ces moteurs-là, parce que c'en est un, c'est vraiment un tuteur, c'est un moteur, il y a vraiment une pièce d'entrée qui est super épaisse. Là, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 1 cm, ça fait plus d'1 cm d'épaisseur. Et ça, ben, ça empêche de faire vraiment tous les pavillons qu'on veut. Hein, ça impose quand même des dimensions géométriques parce que bon, faut pas compter usiner cette pièce-là. Hein. Sinon, on se retrouve avec des tas de saloperies à l'intérieur. Donc, on voit la pièce de phase avec ses 3 fentes, hein, qui débouchent, et cette forme-là dans laquelle vient s'emboîter, par exemple, ça, ou vient s'emboîter, pour moi, ben, le pavillon, cette pièce-là, qui se fout dedans. Donc ça empêche de créer des pavillons qui s'ouvrent vite, parce que ben, cette partie conique empêche d'aller trop vite au départ. Alors c'est pour ça que j'ai pas pu, par exemple, faire un essai de guide d'onde avec un profil style Earl Gates, parce que je suis limité en angle d'ouverture ici, ce qui ferait un truc un guide d'onde avec vraiment une ouverture vachement courte, vachement étroite. Il faudrait avoir un pavillon vachement long, ou bon, ça serait pas pratique, ça n'irait pas du tout. Donc j'ai pas pu faire ça à cause de cette pièce-là. Voilà. Là, on n'a pas trop l'occasion de voir effectivement le contenu d'un moteur de ce genre. C'est quand même une petite pièce, c'est tout petit, hein, c'est minuscule. Hein. Et là, on a un anneau un aimant ici, qui est un anneau d'Alnico, je pense. Hein, parce que c'est très très ancien, donc il n'y avait pas de néodymium à l'époque où ça a été conçu. Donc ça doit être un anneau d'Alnico extérieur. Et puis voilà, quoi. C'est un joli petit moteur de luxe qui est encore très recherché. Actuellement, c'est difficile d'en trouver. Hein. D'occasion, j'en vois quasiment jamais. Ça vaut super cher. Bon, j'ai pu en avoir à un prix encore raisonnable il y a quand même des années. Maintenant, ça devient quelque chose de extrêmement difficile à avoir à un prix raisonnable. Et finalement, bon, peut-être qu'il y a peut-être des alternatives un peu plus intéressantes. Parce que ce moteur a quand même des défauts. Hein. C'est pas, franchement, il a des défauts. Il a un creux vers 5 kHz qui, je pense, est du même genre que la 2001, qui est un creux dû à des cavités internes. Donc on peut pas l'utiliser aussi bas qu'on le voudrait. Donc c'est 8 kHz, c'est pas moins. On peut le voir sur les mesures que j'ai pu fournir sur le site. Ce truc-là, il faut le couper à 8 kHz. C'est vraiment l'avantage de ça. Bon, c'est que ça monte très haut. Et il est quand même fait pour fonctionner avec les moteurs TAD qui, eux, peuvent monter suffisamment haut pour que celui soit coupé à une fréquence assez élevée. Donc ça, c'est un moteur qui a quand même des défauts.
Et franchement, je me dis que il existe chez TAD une autre série de haut-parleurs qui sont des haut-parleurs à ruban, qui sont des haut-parleurs aussi à ruban en beryllium, qui sont les PTR 9 ou enfin je sais plus, je dis de tête, mais quelque chose comme ça. Et je pense que ce serait peut-être mieux encore que ce genre de truc. Ça, c'est tributaire du pavillon, c'est directif, parce que ce pavillon-là, c'est comme tout, hein, ça devient directif avec le truc, avec la fréquence. Celui-là, il a des gros défauts dû à ses arêtes vives. Hein, il y a de la diffraction qui se fait à ce niveau-là. Bon, c'est un truc à une directivité extrêmement spéciale. Hein, et ça peut pas forcément coller avec ce qu'on veut. Je vois souvent ce haut-parleur-là utilisé verticalement, comme ça. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi les gens l'utilisaient comme ça. Ça doit être parce qu'ils ont vu que sur le monitoring, il était utilisé comme ça. Mais il est comme ça et il a une directivité extrêmement prononcée. Parce qu'il y a peut-être de la diffraction ici, mais en fait, la directivité est avant tout guidée par l'angle du pavillon et c'est vraiment une écoute extrêmement étroite. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup moins directif à ce niveau-là. Pour une utilisation de fidélité, franchement, pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, mesure à l'appui, quoi. C'est comme ça, il y a vraiment des gros problèmes. Il faut pas bouger la tête parce que de toute façon, on se retrouve avec plus rien dès qu'on s'écarte de l'axe. Alors que là, on a quelque chose qui arrose quand même nettement plus, qui, pour moi, est beaucoup plus logique de cette manière. C'est vraiment un pavillon conventionnel. Simplement, ils l'ont stoppé brutalement. Et moi, à mon avis, ils n'ont pas utilisé ça comme un pavillon à diffraction, comme on pourrait avoir sur d'autres types de pavillons. Pour moi, simplement, ils l'ont coupé pour qu'il soit court et puis c'est tout. Il y a bien un angle ici et là. Si vous voulez de la diffraction, je vois pas pourquoi ils mettraient une ouverture progressive ici. Ce serait une fente droite et puis c'est tout. Franchement, pour moi, il faut l'utiliser comme ça. Mais franchement, pour moi, il faut le changer parce que ça va pas à toutes les situations. Même à la limite, je trouve que ça va à aucune situation réelle. Moi, c'est vraiment le point faible de ce haut-parleur, c'est ce pavillon que je considère un peu merdique et vraiment trop spécial. Passer à ça est beaucoup plus compatible avec une écoute standard parce que c'est quand même nettement moins directif que ça. En tout cas, si on l'utilise comme ça. Ça vaut mieux utiliser comme ça. Et un pavillon comme ça présente beaucoup moins de défauts dans la courbe de réponse que celui-là. Celui-là a quand même des gros défauts, ce qui l'empêche de l'utiliser relativement bas. Pour moi, ça, c'est le point faible, le premier point faible de ce moteur, ainsi que probablement une résonance qui existe dans le moteur d'une manière intrinsèque, qu'on retrouve aussi avec ce pavillon-là, mais dans une moindre mesure. Donc voilà, c'était démontage de deux moteur TAD qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, ET703, TAD TD 2002. Deux haut-parleurs que je conseille, surtout le 2002. Encore ça, bon, il y a des alternatives. Autant ce moteur-là, c'est vraiment le mieux qu'on puisse trouver. Il va le plus haut qu'on puisse avoir. On peut même quasiment se passer de Twitter avec ça. Et il est d'une régularité exemplaire sur toute la bande passante. Il n'a pas le creux de la 2001. Pour la TAD 2001, il y aura un épisode dédié à la correction de cet appareil, parce que la correction n'est pas toujours possible selon les méthodes qu'on trouve ici ou là. Je donnerai une méthode que Thierry utilise pour son cas. Mais si on veut pas s'emmerder, si on veut vraiment l'occasion, franchement, c'est pour moi le meilleur haut-parleur de médium actuellement disponible, la TAD 2002.